Voici le loser de cette époque, un minable petit méchant blond, transporté dans un jeu où chaque personnage surpuissant est une fille aux formes généreuses, comme Marvel Rivals avec cette bombe de ninja. Mais dans Marvel, on peut gagner à force de transpirer sur sa manette, alors qu'ici, notre personnage principal n'a presque aucune chance. Vous pourriez trouver ça terrible, car notre frère se fait tourmenter par cette servante, cette princesse de glace, et cette fille qui se prend pour Kirito et qui serait la véritable héroïne. Mais quand je dis tourmenter, je parle de la bonne manière, et même de la meilleure. Ouais, frérot, tu connais la chanson. Choisis ton poison, un prétendu héros qui n'est qu'un loser pathétique, ou un méchant blond ultra viril qui se fait piétiner par sa servante façon maman avant de passer à l'action. Eh, yo, je ferais mieux d'arrêter avant que la vidéo soit supprimée. Malheureusement pour notre frère, il peut voir que, dans le futur, il sera renfermé dans un donjon et transformé en taureau mécanique, un jouet dont l'une des filles se servira chaque jour pour le vider. J'ai tellement pitié de lui que je proposerais de prendre sa place. Je suis un véritable héros. De plus, son père est parti à la guerre et a déclaré qu'à son retour dans un an, son fils ferait mieux d'avoir engrossé les servantes, car ils ont besoin de nouveaux héritiers. Voilà ce que j'appelle gérer une famille comme une entreprise. Avec tout ça, notre garçon, plutôt faible comparé aux filles démentes de ce monde, doit survivre à la fureur de la véritable héroïne qui est absurdement surpuissante. Parviendra-t-il à s'en sortir? Peu importe, car nous sommes ici pour voir des bombes aux formes généreuses. Allons-y. Tout commence au château de la famille Campbell. Notre héros se demande « Attends, une seconde, je viens de mourir dans un accident de voiture? Enfin, un accident de la route? J'ai voyagé dans le temps ou quoi? Cette décoration a un petit air européen, et le visage dans le miroir ressemble au mien quand j'avais 17 ou 18 ans. Sauf que ça n'a aucun sens puisqu'il est bien plus âgé maintenant. Il regarde de nouveau et, surprise, il était vraiment beau dans sa jeunesse avant de devenir un gros fauché. Alors qu'il conclut qu'il vieillit et rêve de réincarnation parce que sa vie a misérablement tourné, il saisit un petit couteau et dit qu'il va devoir vérifier. Du sang jaillit immédiatement. Il affirme que ce n'est qu'une petite coupure, mais ça fait un mal de chien et il lèche son doigt en disant que tout paraît beaucoup trop réel. Puis soudain des souvenirs affluents. La personne en qui il s'est réincarné est Moon Campbell, un pauvre homme qui a perdu tous ses titres, est devenu mendiant et a été abandonné par sa famille. Son père l'a même averti de ne plus jamais remettre les pieds sur leur terre, sous peine d'être tué sans pitié. Apparemment, il a commis un crime atroce. Il se couvre le visage et dit « Bon sang, je croyais que ce n'était qu'une coïncidence, mais pas du tout. Malheureusement, j'ai transmigré dans le corps de cet attardé, le méchant blond, qui n'était même pas un personnage d'élite. Il suivait cette histoire depuis longtemps. Elle s'intitulait L'héroïne, la femme la plus puissante de l'histoire. Le titre annonce déjà la couleur. C'est une histoire pleine de clichés, sauf que le personnage principal est une femme. Sa famille l'abandonne, alors elle part parcourir le monde, développe ses pouvoirs, terrasse des monstres et devient une héroïne. Au début du jeu, ce blond, Moon Campbell, est l'un des premiers gêneurs et envoie des hommes l'éliminer. Mais elle gagne des niveaux à une vitesse folle. Finalement, son plan échoue, il est chassé du manoir, exilé et réduit à mendier. 20 chapitres plus tard, plus personne ne se souvient même de son nom. Se réincarner paraît génial, sauf quand on renaît comme simple marchepied pour la progression de l'héroïne. À cet instant, quelqu'un frappe à la porte. Il lui dit d'entrer. Et une servante arrive en demandant ce qui s'est passé. Il répond que ce n'est rien de grave, et elle lui annonce que sa tenue pour le banquet de demain est déjà arrivée. Il lui demande de la poser là. Elle remarque alors quelque chose d'inhabituel et lui demande s'il est blessé. Il dit que ce n'était qu'un accident et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je vous donne 10 $ si vous devinez ce qu'elle fait ensuite. Eh oui, elle s'agenouille et nettoie le sang. Elle est vraiment dévouée et mérite clairement une augmentation. Elle lui demande même de ne plus se faire de mal ainsi. Il rougit violemment, persuadé qu'il se souviendra toujours de cet instant. Puis elle se retourne, annonce qu'elle s'en va et lui dit de prendre soin de lui. Dès que la porte se referme, il reste assis là, se rouge comme un idiot, en marmonnant que ce monde est parfait.
Il se cache le visage et se tortille de joie, ravi d'avoir une servante aussi adorable. De toute évidence, c'est un otaku irrécupérable. À l'extérieur de la chambre, la servante trouve étrange qu'il l'ait remercié. Il devait clairement être un véritable salaud avant la réincarnation. Il se demande maintenant comment quelqu'un né beau et noble avec une adorable servante a pu croire que provoquer l'héroïne était une bonne idée. Apparemment, la principale raison de son exil est sa tentative de droguer la troisième princesse. Maintenant qu'il sait où mène cette voie, il lui suffit de l'éviter. Pour préserver cette vie confortable, sa priorité est de gérer la cérémonie où tout le chaos commence. Puis il réalise quelque chose. La servante aux cuisses épaisses a déjà apporté sa tenue de banquet et lui a dit que l'événement aurait lieu demain. Il se roule alors sur le lit en appelant le système, la déesse, son grand-père et le moine. Mais aucun d'eux ne lui accorde de pouvoir spécial ni la moindre amélioration. Le problème, c'est que si le banquet a lieu demain, il a déjà fait un tas de choses atroces à l'héroïne. Il espère seulement qu'elle n'ira pas trop loin, par exemple en lui piétinant le visage. Mais si elle le fait, pourvu qu'elle porte des collants noirs et prenne son temps. Ce type a clairement des goûts raffinés. Sa décision est prise. Demain, dès qu'il la verra, il courra vers elle, s'agenouillera 3 fois et implorera son pardon. Soudain, quelque chose le frappe à la tête, et il se retourne en exigeant de savoir qui a fait ça. C'est alors qu'il remarque un petit livre sur le lit. Il se demande aussitôt si son pouvoir spécial est enfin arrivé. Il le saisit et déclare que Dieu ne l'a finalement pas abandonné. Il n'était pas destiné à rester un loser éternellement. Le moment est venu d'acquérir un savoir infini et de remodeler son destin de ses propres mains. Mais lorsqu'il ouvre le livre, toutes les pages sont totalement vierges. Il se demande s'il faut une méthode particulière pour l'activer. Ces histoires se déroulent généralement en Europe. Pourquoi donc? À cet instant, le livre l'attaque et lui fait saigner la tête, faisant tomber une goutte de sang sur la page. Une aura sombre s'élève, et il se demande ce qui se passe. Sa vision commence à se brouiller. Soudain, il découvre que ses mains et ses pieds sont entravés. Son cou aussi est immobilisé, et son corps a été violemment battu. Il ouvre lentement les yeux et se demande où il se trouve, lorsqu'une fille inquiétante apparaît et lui dit qu'il dort depuis un bon moment. Il affirme avoir mal dans tout le corps, mais elle répond que la douleur est inévitable lorsqu'on reçoit une leçon. Il ignore à quel point elle a véritablement le cœur brisé. Elle n'a jamais voulu qu'il finisse ainsi, mais il s'est montré cruel et égoïste. Il aurait dû faire souffrir les autres, au lieu de leur témoigner de la bonté, et de pousser tout le monde à le détester. C'était le seul moyen pour qu'il n'appartienne qu'à elle. Mais dernièrement, son cœur avait commencé à changer et elle ne pouvait pas le permettre. Malgré tout, peu importe le temps nécessaire, elle le purifierait avec son amour, puis ils resteraient ensemble pour toujours. Puis bam, elle lui assène une pluie de coups de couteau, et il se réveille de nouveau dans sa chambre. On dirait que l'héroïne le préfère peut-être vraiment en méchant, mais suivre cette voie transformerait sa vie en véritable cauchemar. D'un autre côté, refuser de la suivre en provoque déjà un. Alors que doit-il faire? Il se demande s'il s'agissait d'un rêve du passé ou d'un aperçu de l'avenir. Après tout, la vision a commencé lorsque son sang a touché le livre. C'était peut-être un avertissement concernant le futur engendré par un mauvais choix. Lorsqu'il consulte de nouveau le livre, il y lit « Ne modifie pas le destin ». Il comprend immédiatement. S'il s'agenouillait 3 fois et implorait son pardon, cette vision deviendrait son avenir. Après s'être vu entravé et torturé, être régné et devenir mendiant ne semble soudain plus si terrible. Il est désormais gonflé à bloc. C'est un homme intelligent venu du monde moderne, et il peut utiliser ses connaissances pour changer non seulement son destin, mais aussi celui du pays tout entier. D'ailleurs, être aristocrate n'a rien d'impressionnant. Ils sont tous confinés sur ce minuscule bout de terre. Il prendra son destin en main et cessera de dépendre de tout ça. Cela dit, il est déjà assis à table, dégustant une viande délicieuse et songeant à quel point une vie privilégiée est merveilleuse, et combien ce serait horrible de tout perdre. Assise près de lui se trouve sa mère, Noyce Campbell, qui paraît franchement avoir 18 ans. Quelle femme! Elle remarque qu'il semble très heureux aujourd'hui. Son père, Lon, dit qu'il est probablement impatient à cause de la cérémonie de demain, car ce sera peut-être l'un des moments les plus importants de sa vie. Pour ne pas paraître suspect, il se contente d'acquiescer.
Sa mère déclare alors qu'elle ne peut pas le laisser assister au banquet, sinon toutes les jeunes nobles se jetteront sur lui. Lon répond que c'est impossible puisqu'il a la princesse Célia et que toute fille qui essaierait la rendrait forcément jalouse. Prenant une voix mignonne, sa mère dit qu'elle n'aime pas Célia. Elle n'est pas du tout adorable et ne mérite pas son fils. À présent, notre garçon reste assis, perplexe, se demandant pourquoi ses parents croient autant en lui alors qu'il était un vrai salaud. Et qui diable est Célia? Puis il comprend. C'est la troisième princesse qu'il a tenté de droguer, ce qui fait d'elle l'une des personnes destinées à ruiner sa vie. Tout le monde l'aimait dans l'histoire originale, mais ici, c'est une tsundere classique, froide à l'extérieur, chaleureuse à l'intérieur. Compris. Moon se sent coupable en réalisant que ses parents semblent réellement être de bonnes personnes. Il a été chassé parce qu'il se comportait comme un véritable salaud, et son père refusait simplement de tolérer un fils pourri. Cela le rend encore plus déterminé à changer son destin. Même si c'est dangereux, il refuse d'entraîner toute sa famille dans sa chute. Sa famille est en réalité ruinée parce que tout le monde croit que son père lui a ordonné d'assassiner la princesse dans un acte de trahison. Il doit donc probablement assumer toute la responsabilité et s'assurer que personne d'autre ne soit impliqué. Le problème, c'est que la cérémonie a lieu demain, ce qui lui laisse très peu de temps pour changer quoi que ce soit. Il ne comprend pas pourquoi, alors que l'événement est si proche, il ignore tout de la drogue qu'il est censé utiliser. Quelqu'un doit-il la lui remettre? Que va-t-il exactement se passer? Alors qu'il essaie de comprendre, une servante apparaît et il la percute accidentellement. Elle tombe maladroitement et lui dit qu'il a renversé le thé noir de madame. Lorsqu'il lui demande si elle va bien, elle sursaute naturellement, s'attendant à se faire réprimander. Remarque le thé sur lui et se précipite aussitôt pour l'essuyer. Dès qu'elle voit les dégâts, elle est déjà convaincue que sa vie est terminée. Elle pense qu'elle sera renvoyée et mangera de la nourriture pour chien dans la rue dès demain. Moon comprend que sa terrible réputation le précède vraiment. Il lui assure donc qu'il ne la punira pas. Tiens donc, le garçon sait aussi y faire, il la prend dans ses bras et lui dit de se détendre. Elle est totalement déconcertée et se demande ce que fait le jeune maître. Franchement, moi aussi. Que font ses mains? Anne apparaît alors et l'interpelle. Il demande le nom de la servante blonde et Anne lui répond qu'elle s'appelle Noël. Il demande à Anne de s'occuper d'elle, mais Anne explique qu'elle et Noël doivent encore préparer la journée de demain. Elles ne peuvent pas se permettre de se relâcher. Il lui dit simplement d'engager davantage de personnel. Sérieusement, comment un manoir aussi immense peut-il manquer d'employés? Anne s'incline et répond « Très bien ». Comme toujours, notre beau parleur gagne du temps et s'éloigne. Noël trouve cela étrange. Le jeune maître n'autorisait jamais personne à les aider, car il traitait toujours les gens de créatures répugnantes. Sa suggestion n'a donc aucun sens. Anne dit avoir également remarqué quelque chose d'habituel. Elle devrait peut-être avancer leur plan avant que la situation ne leur échappe. De retour dans sa chambre, Moon fouille toutes les boîtes. Un poison capable de neutraliser la troisième princesse doit être une potion hallucinogène de haut niveau et hors de prix. C'est alors qu'il trouve une carte du marché noir. Elle a forcément servi à acheter ce que la princesse finira par boire. La scène se déplace dans le quartier commerçant de la capitale. Plus tard dans la nuit, Moon demande aux autres d'attendre pendant qu'il va acheter quelques affaires. Il traverse le quartier en passant presque inaperçu, essayant de se souvenir du chemin décrit dans l'histoire. Il finit par atteindre une porte et prononce « Rat des égouts ». Il présente ses accréditations et le garde l'accueil à l'intérieur en tant qu'invité. Voici le marché noir de Léopold. On y vend des potions, des ingrédients, des créatures magiques et même des créatures artificielles. Et bien sûr le grand classique, des esclaves. L'une des alliées de l'héroïne a d'ailleurs été achetée ici. Mais c'est secondaire, car il a actuellement des problèmes bien plus importants. Il entre dans une pièce et est accueilli par une personne portant un masque de chat qui lui demande immédiatement ce qu'il désire. Elle vend toutes sortes de potions. Il réclame quelque chose d'incolore, d'inodore, particulièrement efficace contre les mages et capable d'assommer quelqu'un pendant plusieurs heures. Il compte probablement l'acheter et l'utiliser sans réellement faire de mal à la fille. Là, moi aussi je suis perdu. Il suit l'histoire, mais je n'ai plus aucune idée de son plan. La personne au masque de chat dit qu'il doit préparer une soirée très amusante.
Elle peut même lui recommander quelques esclaves s'il le souhaite. Il annonce qu'il s'en va, mais elle le retient et promet d'aller chercher la potion. Moon affirme qu'il est impossible de déterminer si cette personne est un homme ou une femme. C'est vrai. L'artiste a rendu la chose presque impossible à deviner, et il serait risqué de trancher, alors restons neutres. La personne récupère une potion tandis que Moon admire sa silhouette incroyable. C'est très probablement une femme splendide à la carrure puissante qui dirige toute cette opération clandestine. À cet instant, la porte s'ouvre de nouveau et une autre personne entre. À en juger par ses collants noirs, vous savez déjà ce qui se prépare. Notre garçon remarque-t-il lui aussi ce genre de détails ? La nouvelle venue demande une drogue extrêmement puissante, ciblant les mages et ne laissant aucune trace. La vendeuse est perplexe. Elle te vend rarement cette potion, mais soudain, tout le monde en veut. Moon est surpris. Il ne savait pas que les femmes avaient elles aussi ce genre de goût. Il plaint la personne qui va subir cette épreuve, mais il ne peut rien y faire. La vendeuse lance 2 fioles sur la table et explique que c'est ce que tout le monde réclame. Bien que le liquide soit vivement coloré, il devient totalement indétectable une fois mélangé à du vin. Quelques gouttes suffisent à assommer un éléphant pendant 2 à 3 heures. Il est stupéfait par sa puissance. La vendeuse masquée lui propose de la tester lui-même s'il doute d'elle. Il devra seulement dormir par terre pendant 3 heures tout en payant le prix fort. Seul problème, le prix, 130 000 amélias, la monnaie locale. L'autre femme masquée dit ne pas avoir d'amélia, mais pouvoir proposer une autre forme de paiement. Elle présente une lettre, et la vendeuse répond qu'il est difficile d'accepter quelque chose d'aussi précieux comme paiement. Elle la lit et demande si son contenu est véridique. La femme mystérieuse affirme pouvoir le vérifier grâce à ses propres pouvoirs. Mystérieuse ou pas, soyons honnêtes, c'est probablement Anne. Qui d'autre cela pourrait-il être ? La vendeuse accepte et déclare que la potion est à elle. La femme masquée la prend, la remercie et se dirige vers la porte. Pendant ce temps, Moon demande simplement à la vendeuse de débiter sa carte. Elle lui offre une potion supplémentaire et lui explique que s'il la mélange à la première, l'expérience sera bien meilleure. Il la remercie, la glisse dans son sac et l'interroge sur les informations fournies par l'autre femme. Mais la vendeuse, qui se moque visiblement de l'honnêteté, prétend qu'elles sont de vieilles amies. S'il veut acheter ces informations à un prix équitable, cela lui coûtera 900 000 amélias. Il lui lance un regard et se détourne en disant que cela ne l'intéresse pas. Cette arnaqueuse a essayé de lui facturer 7 fois le prix de la potion en pleine figure. Impossible qu'il tombe dans le panneau. Il vient du monde moderne et reconnaît un piège lorsqu'il en voit un. Dès que la porte se referme, la vendeuse dit espérer le revoir bientôt. Elle retire son masque et bien sûr c'est une femme. Elle sait désormais exactement ce qui va se produire au manoir et se demande à qui vendre l'information. Naturellement, l'option la plus divertissante serait de la vendre aux 2 camps et de provoquer un chaos absolu. Serait-elle l'héroïne ? Elle en a certainement l'allure. La nuit suivante, le palais Campbell est rempli de nobles inconscients qui déambulent, tandis que notre garçon se tient au milieu d'eux. Un gentleman moustachu arrive avec sa 3e fille et dit qu'il serait merveilleux qu'elle rencontre le jeune monsieur Campbell. Elle regarde Moon et se met immédiatement à trembler, puis s'enfuit, sa robe flottant derrière elle, en criant que sa mère l'appelle. Franchement, cela ressemblait davantage à de la terreur qu'à de la timidité. Son père s'excuse en disant qu'elle est un peu timide, et Moon répond que ce n'est rien. C'est alors qu'il remarque qu'aucune des filles ne semble le moins du monde heureuse de le voir. Sa réputation a manifestement laissé ses traces. Malgré tout, son père, Lont, pose une main sur son épaule et dit être impressionné par son comportement récent. Il mûrit vraiment et ce soir, il cessera d'être un garçon pour devenir l'homme de la famille Campbell. Moon le remercie et promet de faire de son mieux. Soudain, quelqu'un à l'entrée réclame le silence. La 3e héritière du trône de l'empire de Léopold est sur le point d'arriver, bénie par la pureté de la neige et connue sous le nom de Déesse des Glaces, la 3e princesse, Célia, qui ressemble étrangement à Paimon de Genshin Impact. Lon annonce qu'il va se mêler aux autres invités et demande à Moon de s'occuper d'elle. Moon s'approche immédiatement et salue la princesse, disant que cela fait longtemps avant de complimenter son apparence. Elle a même ses petites étincelles dans les cheveux, exactement comme Paimon. Mon Dieu, cette fille dégage une présence incroyable.
Elle le remercie pour son compliment. Il se comporte avec douceur et gentillesse, ce qui lui donne l'impression que quelque chose cloche. Il dit qu'elle doit être fatiguée par le voyage et lui suggère de se reposer un moment. Lorsqu'elle passe, tous les nobles s'inclinent, tandis qu'elle se demande ce qui lui prend aujourd'hui. Il est beaucoup trop poli. À cet instant, Moon surprend une conversation au sujet d'une fille illégitime qui aurait apparemment provoqué son mari en duel. Moi aussi, je suis perdu. Apparemment, elle la déteste parce qu'elle est illégitime, divorcée et souhaite désormais obtenir le statut d'héritière. D'autres invités leur demandent d'arrêter de répandre de telles absurdités. Ah, évidemment, qui arrive maintenant? C'est l'héroïne, le personnage principal de ce monde, Ariel Bougar, la fille aux cheveux noirs à gauche. Franchement, elle paraît plutôt ordinaire, mais c'est logique. Les héros sont généralement assez classiques. Cheveux noirs, visage banal. La voilà qui salue nonchalamment Monsieur Moon. Il répond maladroitement qu'il va bien et lui souhaite la bienvenue. Puis, sorti de nulle part, un homme massif intervient et lui demande comment elle ose parler aussi familièrement au jeune maître. Elle était effectivement assez familière, mais Moon ordonne à l'homme de se taire, affirmant que cela ne le dérange pas. Elle peut parler comme elle veut, et il a déjà été assez poli. À cet instant, Ariel manque de faire une crise. Elle se demande pourquoi l'homme qui la traitait autrefois de sale bâtarde sait soudain prononcer son nom. Son ami observe Ariel avec perplexité jusqu'à ce que Moon tende la main et s'adresse à mademoiselle Léa. Léa est stupéfaite que Campbell connaisse même son nom complet, mademoiselle Léa Angel. Il tend la main vers elle, mais Ariel la repousse d'une gifle et lui ordonne d'arrêter ses snigances. Elle l'agrippe et lui ordonne d'écouter. Elle n'est ici qu'à cause de son père, alors il ferait mieux de ne rien tenter de suspect. S'il envisage seulement de faire quelque chose d'odieux à Léa ou à elle, elle veillera à ce qu'il ne ressorte jamais vivant. Sur ce, elle s'éloigne. Elle joue les héroïnes vertueuses. Mais nous savons tous les deux qu'elle veut le voir semer le trouble. Moon pense que, comme prévu, traiter avec l'héroïne sera difficile, mais il s'en moque. Une fois cette soirée terminée, elle suivra son chemin, lui le sien, et ils ne se reverront jamais. Peu après, il prononce son discours. Apparemment, c'est son anniversaire. Qui l'aurait cru? Il vient visiblement d'avoir 18 ans. Tout le monde applaudit et le couvre d'éloges. Il manque de refaire une crise, mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Il balaie la salle du regard et repère le sosie de Pémon près du miroir. Il s'approche, se présente et s'excuse au cas où il manquerait de courtoisie. Puis il lui demande l'honneur d'une danse. Mon Dieu, se prend-il pour un prince maintenant? Naturellement, elle accepte. Cette tenue contient une sacrée puissance de feu. Quels que soient les accessoires qu'elle porte, il semble sur le point d'exploser. Pendant ce temps, les nobles restent raides, échangeant des regards gênés, tandis que l'héroïne est assise à l'écart, mangeant du gâteau, et le regardant danser avec la troisième princesse. Elle complimente sa façon de danser et il répond qu'il n'est encore qu'un débutant. Elle remarque à quel point il a changé et dit qu'il se comporte enfin comme un noble. Ce qu'elle trouve étrange, c'est la manière dont il l'avait autrefois invitée à danser. Guerrière, je t'accorde la grâce d'une danse. Sois reconnaissante. Embarrassé, il lui demande d'oublier cela et de laisser le passé derrière eux. La musique continue. Allez, les amis, nous sommes en plein dans l'intrigue maintenant. Il danse, elle le complimente, la routine habituelle, puis... Qu'est-ce que c'est? Il se rapproche derrière Célia. Appelle-t-il du renfort comme un aventurier? C'est alors qu'elle dit qu'ils doivent parler en privé. Elle sait déjà que leur mariage n'est qu'un arrangement politique entre leurs familles. Il répond que si elle souhaite l'annuler, ils peuvent collaborer pour y parvenir. Elle se penche légèrement en arrière et dit qu'ils en discuteront plus tard. Puis elle demande s'il devrait se rendre immédiatement dans sa chambre. Madame, voilà qu'il prend totalement au dépourvu. Mais il est trop tard. Elle l'entraîne déjà avec elle. À l'écart, 2 servantes malicieuses observent la scène. Elles chuchotent que la fille est partie avec leur maître attardé. Vous savez parfaitement ce qu'elles imaginent. Elles disent devoir agir rapidement, car elles se trouvent maintenant sur le territoire de Cœur de Lion. Dans la chambre, il lui propose à boire. Elle refuse poliment, disant qu'elle ne peut en consommer qu'une seule goutte. À présent, Moon a un sérieux problème, car il ignore totalement comment le personnage original avait réussi à séduire cette fille. Il doit également encore lui faire boire la potion. Mais si elle refuse de boire,
Il ne sait pas comment s'y prendre. Il lui demande ce qu'elle aime et elle répond le café. Puis, elle change rapidement d'avis et réclame plutôt du thé noir. Il se trouve que thé noir et le vin sont les seules boissons disponibles. Elle paraît perplexe, mais il balaie cela d'un geste et dit qu'il va le préparer lui-même. Pendant ce temps, elle reste assise, troublée par l'enthousiasme avec lequel il prépare le thé. Évidemment, il y ajoute secrètement la potion. Je pensais qu'il s'agissait du somnifère, mais il dit soudain qu'une seule goutte suffit à rendre quelqu'un amoureux. Il possède aussi une autre fiole qu'il décide de ne pas utiliser, car il ignore son effet. C'est alors qu'elle l'appelle, le faisant sursauter. Il se retourne brusquement et dit que ce sera bientôt prêt. Mais pendant ce mouvement rapide, une partie de la potion se renverse partout, et la deuxième fiole se révèle être un aphrodisiaque. Il est soulagé que aucune des deux potions ne laisse de traces magiques. Du moins, jusqu'à ce qu'il baisse les yeux et constate qu'une grande quantité de potions s'est répandue sur le sol. Il comptait à l'origine en revendre une partie pour gagner de l'argent, mais ce plan est désormais fichu. Alors qu'il apporte le thé, on aperçoit quelqu'un épié par la fenêtre. Célia, la troisième princesse, remarque que le thé noir de la famille Campbell paraît étrangement rouge et brillant. Il prétend qu'il s'agit d'une plante extrêmement rare venue d'Orient et d'un véritable mets délicat. Elle joue le jeu et lui demande de le goûter en premier. Il demande « Quoi, Célia? Tu ne fais pas confiance à Moon Campbell, cette honnête jeune noble ?» Elle répond simplement qu'un hôte doit toujours goûter la boisson de son invité en premier. C'est une règle élémentaire de l'étiquette noble. Alors qu'il lève la tasse pour en boire une gorgée, elle la lui arrache des mains et dit que la sienne paraît meilleure, alors il devrait échanger. Après une seule gorgée, elle semble déjà étourdie. Je pensais que ce serait l'aphrodisiaque. Mais non, elle vacille, laisse tomber la tasse et s'effondre sur le canapé. Moon estime avoir eu raison de droguer les deux tasses. D'après l'histoire originale, l'héroïne devrait faire irruption dans la chambre et tenter de le tuer d'une seconde à l'autre. La scène doit paraître suspecte, alors il abaisse légèrement sa jupe, déboutonne une partie de ses vêtements, retire sa propre chemise et déclare que la mise en scène est parfaite. Quiconque entrerait supposerait exactement ce qu'il souhaite. On dirait qu'il est vraiment déterminé à se faire condamner cette fois. Seul problème, rien ne se passe. Le temps passe. Une demi-heure s'écoule, mais personne n'arrive. C'est étrange, car Ariel était censé entrer immédiatement dans l'histoire originale. Qu'est-ce qui a donc changé? Dans l'histoire, Ariel traverse le couloir lorsque quelqu'un la percute et renverse quelque chose sur sa robe, ce qui l'amène à tomber sur cette scène précise. Il se rappelle alors que Noël devait être celle qui renversait le thé. Mais plutôt, il a demandé à Anne de laisser Noël se reposer, ce qui a dû perturber toute la chaîne des événements. Oh, regardez qui ouvre les yeux pendant qu'il reste concentré sur son plan magistral. La princesse se relève. Apparemment, l'aphrodisiaque a atterri dans la tasse qu'elle lui a prise. Il reste là, perplexe, se demandant pourquoi la pièce semble soudain si froide. Puis, bam, une main lui saisit le visage. Une décharge de magie glaciale le projette au sol. Il supplie Célia de se calmer et affirme pouvoir tout expliquer. Elle refuse de l'écouter, indiquant clairement qu'aucune explication ne sera acceptée. C'est alors qu'il comprend que quelque chose ne va pas chez elle. Il dit qu'il va chercher un médecin. Trop tard, elle lui a déjà immobilisé les poignets. Elle murmure que son score est froid tandis que le sien est chaud. Il la supplie de se calmer, mais non, elle se penche et l'embrasse. Moon prie pour qu'Ariel arrive le sauver, car sinon cet acte va devenir beaucoup trop réel. En parlant de la dure à cuire, la voilà qui traverse les couloirs en maugréant à propos de sa robe tachée. Puis elle entend des bruits inhabituels. Anne apparaît et lui dit que cette zone est interdite. Ariel trouve cela suspect, alors Anne lui propose rapidement de nettoyer sa robe tachée. Elle lance un sort, rendant la tenue impeccable. Ariel est impressionnée de voir que même les servantes d'ici maîtrisent la magie. Puis l'une des servantes mentionne négligemment un gâteau pas chichi, disant qu'il sera servi pendant la fête, et Ariel s'illumine aussitôt de joie avant de la remercier gaiement. Anne sourit légèrement, puis se détourne avec une expression maléfique classique. Évidemment, Ariel n'est pas si idiote, ou peut-être que si. Elle perçoit quelque chose d'étrange, comme une odeur de sang dans l'air, mais écarte cette impression en se disant
qu'elle se trouve dans le manoir du duc et ne devrait pas intervenir. D'ailleurs, elle est certaine que Célia peut gérer seule ce sale gosse gâté. Rien ne surpasse un gâteau, alors elle ne s'inquiète pas. Non loin de là, les mêmes servantes suspectes se demandent si Ariel était la cible. Celle aux cheveux gris répond que non. Ariel a été prise pour cible par quelqu'un appelé numéro 9, mais elle l'a tué malgré son rang supérieur. La servante aux cheveux noirs lui demande de se dépêcher, l'avertissant que la mission pourrait échouer si Campbell apparaît. Sa partenaire lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle a déjà vérifié la situation et tout était parfaitement en cours. Pendant ce temps, Moon est dans un état lamentable, couvert de griffures et épuisé. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Attendez, ne s'est en réalité rien passé. Il luttait seulement pour se défendre. Célia a maintenant récupéré, pointe une épée vers son visage et exige ses dernières paroles. Il tente de la calmer, mais elle déclare qu'il partira dans l'au-delà sans prononcer un mot de plus. Il commence à paniquer, car il ignore même s'il pourra encore se réincarner. Il lâche donc que tout ce qu'il a fait venait d'un amour sincère. Il reste là, rayonnant d'émotion, espérant que les dieux lui accorderont une nouvelle chance, avant de manquer de se faire trancher la gorge. Elle traite froidement d'être absolument répugnant. Il s'excuse et lui demande de se calmer, affirmant qu'ils ne sont même pas allés jusqu'au bout. Elle réplique qu'il est immonde d'oser qualifier ses actes de sincères. S'il avait honnêtement essayé de gagner son affection, elle aurait peut-être accepté ce mariage. Au lieu de cela, il a choisi la voie sordide des drogues et de la tromperie. Il tente d'expliquer qu'il n'a jamais voulu l'insulter, mais elle l'interrompt et lui ordonne de s'agenouiller. Soudain, quelque chose derrière la porte attire son attention. Elle le saisit par le cou et le force, a ordonné à toutes les personnes dehors de partir. Elle le jette au sol et lui ordonne de s'habiller et de s'occuper de la personne à la porte, puisqu'il va mourir de toute façon. Le pauvre garçon fait face à 3 terribles possibilités. Être tué par Célia, pendu par le roi ou emprisonné dans un étrange donjon par une mystérieuse inconnue. Attendez, était-ce Ariel? Non, elle ressemblait à une autre folle. Pendant ce temps, la princesse remet tranquillement ses collants et lui annonce qu'il mourra bientôt. Moon ouvre la porte pour voir qui se trouve là et sursaute de surprise. C'est la même servante qui prétend qu'ils ont passé du temps ensemble et qu'elle doit à manger. Il lui demande de poser le plateau et la remercie. Puis il réalise qu'il ne l'a jamais vue auparavant. Alors qui est-elle? Elle affirme avoir été engagée pour aider pendant le banquet, ce qu'il trouve étrange, car aucune nouvelle servante ni aucun employé extérieur ne devait être recruté. Elle acquiesce, puis bondit soudain en avant et le renverse. À cet instant, il comprend que sa véritable cible est Célia. Elle s'élance avec 2 couteaux. Boum! Une explosion éclate, et lorsqu'il relève les yeux, au moins la reine des glaces est parvenue à se défendre. Célia exige de savoir si son idiot de frère a envoyé cette assassine. La servante répond que, malheureusement, les détails sont confidentiels. Dans une autre pièce, des orbes dorés flottent et chuchotent que la princesse mourra ce soir au domaine Campbell, mettant fin à quelqu'un. J'ignore qui est cette fille aux cheveux blancs, mais elle sait manifestement ce qui se passe. De retour dans la chambre après l'explosion, la servante recule, reconnaissant que la magie de Célia est bien plus dense que prévu. Mais son expression change lorsqu'elle entend une incantation, car Célia charge avec une lance de glace et manque de lui transpercer le crâne. Tandis que les deux poursuivent leur affrontement brutal. Moon pense, quand les dieux se battent, les mortels souffrent. Il ne peut littéralement rien faire. Il essaie de nouveau d'ouvrir la porte, mais elle est scellée tandis que les 2 femmes continuent de se battre sauvagement. Il se réfugie derrière un abri, réalisant cette maudite servante a sûrement dressé une barrière pour empêcher quiconque d'entrer. Une pensée lui vient alors. La décision de recruter du personnel extérieur n'a été prise qu'hier. Cette attaque n'a pu être préparée à l'avance que si quelqu'un avait divulgué l'information. Il évite de justesse une nouvelle attaque et ne peut que prier pour que Célia l'emporte. Mais lorsqu'il la regarde, toujours debout avec férocité malgré ses blessures et sa lance en main, il commence à se demander si ce serait vraiment une bonne chose. Elle pourrait également le tuer. Franchement, ce ne serait peut-être pas si terrible qu'elle meure ici. Personne ne le saurait jamais. C'est alors que la servante affirme que Paimon est réellement un génie.
Peyman répond qu'elle sent déjà quelqu'un employer la magie gravitationnelle pour perturber ses déplacements, ce qui signifie qu'une autre personne est impliquée. Elle exige de savoir qui, sinon elles mourront toutes les deux ici. La servante se contente de répéter que, conformément aux rumeurs, Peyman est vraiment un génie. Peyman lui ordonne brutalement de se taire et de parler. Si elle veut avoir la moindre chance d'être épargnée, elle doit révéler l'identité du commanditaire. Mais la servante dit qu'elle n'est pas ici pour tuer qui que ce soit, seulement pour gagner du temps. Soudain, toute la pièce se met à trembler. La servante, aux cheveux gris, annonce alors que la chambre est désormais entièrement scellée. L'autre servante plonge la main dans sa poche et en sort une fiole, déclarant qu'elle offre la vie de 100 enfants en sacrifice au seigneur du monde fondu. Peyman reconnaît immédiatement le pouvoir d'un dieu obscur. Mais la servante se contente de sourire et lui demande de descendre afin d'écraser ce monde. Une énergie rouge envahit la pièce, projetant Peyman contre le mur, et elle sait que si ces rats apparaissent maintenant, elle n'aura aucune chance. La servante le confirme. Ce sont bien des rats, mais la véritable cible de ce soir est la princesse. Elle attaque de nouveau, mais Peyman saisit la dague de notre héros et bloque le coup. La servante est stupéfaite. Cette fille a les collants ensanglantés, les vêtements déchirés, le corps meurtri et épuisé, mais elle a protégé tous ses points vitaux. Pourtant, cela ne changeait rien. Il ne lui restait plus aucune magie sanguine. Un violent coup de pied dans les côtes la projette lourdement au sol. Peyman n'est vraiment pas faite comme les autres. Elle se remet debout. L'assassine lui promet une mort sans douleur et s'élance pour porter le coup fatal. Le sang gicle, mais devinez quoi? Notre garçon s'est interposé et a encaissé le coup. Il l'a reçu de plein fouet. Aucun blocage, aucune déviation, seulement du courage à l'état pur. Les amis, vous vous souvenez quand notre héros s'est retrouvé coincé à table? Je suis presque certain qu'Anne était derrière tout ça. Je ne comprends pas comment je n'ai pas fait le rapprochement. 1 + 1 font 2. C'était elle. Cette fichue fille figure même sur la couverture de l'histoire. Bref, revenons à nos moutons. Anne crie son nom, tandis que Peyman exige de savoir pourquoi. Il est allongé au sol, crachant du sang, lorsqu'il se souvient soudain que l'autre servante avait ouvert la porte plus tôt et lui avait dit qu'il pouvait partir. Il avait envisagé de fuir, mais comprit qu'il en était qu'incapable. Il interpelle donc Anne et lui demande ce qu'elle croit être en train de faire. Anne se contente d'ordonner à cet idiot inutile de cesser de se mettre en travers de son chemin. Mais Peyman passe devant lui et lui tranche profondément l'eau. La fille tombe à genoux, et la princesse des glaces déclare simplement que tout est terminé. Notre garçon gît désormais au sol, s'accrochant à peine à la vie. Peyman s'agenouille près de lui, comprenant que s'il s'est interposé pour la protéger, il ne pouvait pas avoir engagé ses assassines. Ce qui la bouleverse réellement, c'est qu'il l'a protégée sans la moindre hésitation, alors que si elle était morte, personne n'aurait jamais découvert ce qu'il avait fait. Mais il dit que plus rien de cela n'a d'importance. Comme elle l'avait dit, il a choisi d'agir en véritable homme. Bon sang, celle-là fait mal. Mais évidemment, nous parlons de Peyman. Elle déclare froidement que, d'après son pouls, il lui reste assez de force pour prononcer peut-être 3 phrases. Il ferait donc mieux de bien les choisir. Elle transmettra son dernier message au duc. Il lève la main, touche son visage et avoue sincèrement qu'il est désolé. Finalement, il éprouvait réellement des sentiments pour elle. Puis son bras retombe au sol. Bon sang, il est parti comme une légende. Nous savons qu'il ne va pas réellement mourir, mais si c'était arrivé, cela aurait été grandiose. Pourtant, Peyman refuse de l'accepter. Elle dit que ce salaud n'a pas le droit de mourir après s'être excusé ainsi, pas après tout ce qu'il a fait. Elle crie son nom et lui dit qu'elle n'acceptera pas cette maudite excuse. Il vivra et paiera pour chacune de ses actions. Moon flotte au milieu du néant, étourdi et brûlant de fièvre. Malheureusement, même s'il a essayé de faire les bons choix, la mort était inévitable. Au moins, cette fin valait mieux que de suivre le scénario du jeu. Ainsi, il a pu choisir la manière dont sa vie se terminait. Mais une étrange énergie noire apparaît alors près de lui. Un panneau se forme, affichant sa progression en arrogance, envie, avidité, impudence et paresse. Cela semble lié aux 7 péchés capitaux. Il est à moins 90% en gourmandise, 99% en envie et 50% en arrogance. Plusieurs pages du livre se tournent,
et celui-ci lui dit de continuer ses efforts pour le moment. Il demande pourquoi ce fichu livre n'est apparu qu'après sa mort. Puis il entend Ignao en sortir, et la scène se déplace dans les égouts. Descendre dérive dans les souterrains, tandis que quelqu'un murmure que Campbell n'était pas la véritable cible. Mais soudain une voix lui demande ce qu'elle a fait à son fils. Oh là là, son père apparaît dégageant une pure aura de cœur de lion. L'assassine se met immédiatement à trembler, et son père dit calmement qu'il ne s'attendait pas à recevoir de visiteurs chez lui. Elle n'était pas invitée, alors pourquoi était-elle là? Plus important encore, elle ferait mieux de lui dire ce qu'elle a fait à son fils. Bon sang, cet homme est habituellement gentil, mais c'est actuellement une bête féroce. Avec le recul, notre héros devait être heureux d'avoir au moins réussi à acquérir une aura digne de Song Jin-woo avant de mourir. Ou peut-être pas, car nous voici de retour dans la chambre, avec Anne assise juste à côté de lui. La même Anne que nous savons désormais dangereuse. Il se réveille et elle est juste là, lui demandant si le jeune maître se sent mieux. Thuon, elle lui demande s'il a besoin d'un médecin, tandis qu'il essaie de se lever et dit vouloir aller aux toilettes. Une douleur aiguë lui traverse la poitrine, et il retombe sur les draps moelleux. Il s'excuse, disant que ses jambes lui paraissent étrangement faibles. Mais il doit désormais se montrer prudent. Il ne peut pas se permettre d'être trop gentil avec elle. Il ne doit absolument pas lui faire confiance. Elle lui explique que sa fiancée lui a demandé de prendre soin de lui, alors elle restera près de lui pendant quelque temps. Puis elle annonce qu'elle va l'aider à se laver et commence immédiatement à lui retirer ses vêtements. Il lui demande rapidement de se calmer, prétendant qu'il soudain sous beaucoup mieux. Elle répond que très bien, elle le laissera être autonome, mais le soulève tout de même et le porte jusqu'à la salle de bain. Il lui demande de partir, car il a certaines choses à faire, et peu après, nous sommes de retour dans la chambre. Un peu plus tard, elle lui apprend qu'il a dormi pendant 3 jours entiers et que la princesse Peyman lui a personnellement demandé de s'occuper de lui. Il a survécu de justesse, perdu une quantité énorme de sang et manqué d'oxygène pendant trop longtemps. Il a eu de la chance que Peyman puisse employer sa magie pour le maintenir en vie. En entendant cela, il comprend qu'elle n'a probablement rien dit à propos des potions. Mais Anne ajoute ensuite que la princesse a mentionné quelque chose d'important. Elle révèle en réalité qu'ils ont découvert tout le complot d'assassinat. Son père a capturé l'un des assaillants et lui a arraché la vérité sous la torture. Le problème, c'est qu'ils doivent encore présenter leurs excuses au roi. Sa fille a été mise en danger sur leur domaine. Mais le plus étrange, c'est que Moon n'a subi aucune punition. Apparemment, la princesse Peyman a dit quelque chose au roi qui lui a valu d'être pardonnée. Bon sang! Je viens de résumer environ 15 énormes bulles de dialogue. Cette histoire en fait parfois beaucoup trop. Notre gamme retombe sur le lit, enfin soulagée. Finalement, les choses ne se sont pas trop mal terminées. Mais Anne se penche aussitôt vers lui et demande pourquoi il paraît si tendu. Que s'est-il passé? Quelque chose s'est-il produit entre la princesse et lui dans cette chambre? Se souvenant qu'elle avait dit vouloir quelque chose de chaud, il le nie rapidement, affirmant qu'il ne ferait jamais quelque chose d'aussi audacieux. Il se ferait découper en morceaux. Anne rit et lui dit de boire le médicament pendant qu'il est encore chaud. Mais dès qu'il en prend une gorgée, il a un haut-le-cœur tant le goût est horrible. Il demande ce qu'est cette horreur. Elle explique qu'il s'agit d'un fortifiant destiné à l'aider à récupérer et à reconstituer son sang. Nous passons alors à 3 servantes derrière la porte qui chuchotent que lorsqu'il mange quelque chose d'acide, il fouette habituellement tout le monde. Mais aujourd'hui, il se comporte étrangement. Elle se demande si elle devrait le signaler à madame, mais il ordonne aux 3 de rester là et de se taire. Ce n'était qu'un médicament ordinaire. Puis il avale tout d'un seul coup. Les servantes referment la porte, légèrement effrayées, tandis qu'il reste assis, l'air perplexe, jusqu'à ce qu'il vomisse soudainement la totalité. Bon sang, on aurait dit qu'il vomissait du pétrole brut. Et le pire, il devra encore boire cette chose 2 fois pour se rétablir complètement. Anne lui propose tranquillement de préparer des crêpes et du thé s'il le souhaite. Elle lui tend une part de gâteau, et il la remercie, affirmant qu'elle est beaucoup trop gentille et mérite même une augmentation. Elle soulève légèrement sa jupe et dit apprécier le compliment, mais devoir terminer le reste de ses tâches. En partant, elle lui dit de regarder sur la table de nuit, car une lettre l'y attend.
mais il la rappelle soudain, lui demandant d'attendre un instant. Au cours de leur précédente conversation, elle avait mentionné qu'il avait déjà pris ce médicament acide 4 fois. Alors comment était-ce possible s'il vomissait dès que le liquide touchait sa bouche? Elle répond calmement qu'elle avait mis du sucre dans sa propre bouche avant de le lui transmettre. Il se détend pendant une demi-seconde jusqu'à ce que l'image se forme enfin dans son esprit et qu'il comprenne ce qui s'est réellement passé. Il hurle maintenant dans son oreiller, mais en réalité, il reste confortablement allongé en pensant que si une chose pareille s'est vraiment produite avec cette grande sœur, la vie n'est peut-être pas si mauvaise. Puis il se souvient soudain qu'il a également embrassé Peyman. C'est alors qu'il saisit la lettre, dans laquelle elle écrit le considérer désormais comme la moitié d'un homme. Il pousse un soupir de soulagement. Au moins il a évité d'être poursuivi pour un crime. Un peu plus tard, sa mère est folle de soulagement qu'il ait survécu malgré le danger extrême de la situation. Il minimise les faits, affirmant que ce n'était rien de grave, mais elle lui demande de se regarder dans un miroir. Il a un cratère dans la poitrine. Il balaie cela d'un geste en parlant d'une simple égratignure et dit que tout va bien puisqu'il a survécu. Son père approuve, affirmant qu'une telle cicatrice ressemble plutôt à une médaille. Grâce à lui et au sauvetage de la princesse, ils ont évité la catastrophe que cet incident aurait pu provoquer. À bien y réfléchir, aucune servante de ce monde n'est normale. Même celle qui se tient maintenant près de lui ressemble à une immense guerrière. Moon dit vouloir connaître tout ce qui s'est passé. Son père explique que les 3 assassines ont été capturés. Il a fallu beaucoup d'efforts pour les faire parler, mais ils ont finalement appris quelque chose. Ce n'étaient ni des guerrières de la mort entraînées, ni des tueuses professionnelles, mais des fidèles d'un être appelé le roi du dépérissement. Moon est perplexe. Il ne se souvient pas d'avoir vu ce nom dans l'histoire originale. Son père explique qu'il s'agit d'un ancien dieu obscur responsable d'innombrables atrocités. Si le prix est assez élevé, ses fidèles acceptent n'importe quelle mission, même le meurtre de leurs propres parents. Mais il dit à son fils de ne pas s'inquiéter. Il a déjà ordonné l'extermination totale de ces gens. Notre héros est stupéfait, et sa mère lui rappelle que son père a obtenu son rang actuel grâce à ses exploits militaires. Toujours aussi audacieux, notre garçon dit d'être fier de son fils et que ses éloges sont mérités. Ce qu'il veut réellement savoir, c'est s'ils ont découvert qui se trouvait derrière tout ça. Son père répond que non. Chaque chasseuse capturée était liée par une étrange malédiction. Dès qu'elles essayaient de prononcer le nom de cette personne, elles s'embrasaient et mouraient instantanément. Le marché noir a été entièrement détruit, mais aucune véritable preuve n'a été retrouvée. Moon trouve intéressant que son père ait détruit le marché noir, car cela se produisait également dans le livre original. À Vestory, ils ont tué son préféré. Ah, attendez, son quoi préféré? Enragé, son père a envoyé les chevaliers royaux et réduit toute la ville en cendres. Ce massacre a duré 3 mois, et même les égouts étaient rouges de sang. Au moins, cette fois, tout s'est terminé beaucoup plus rapidement. En revanche, cet événement constituait une étape majeure de l'histoire d'Ariel et un arc important de sa progression. Le grand classique des héros. Elle devait affronter d'innombrables ennemis, ce qui aurait fait évoluer son aura de manière spectaculaire. Mais cette progression n'aura désormais pas lieu et tout a changé simplement parce qu'il a accordé 2 jours de repos à une servante. Plus tard dans la nuit, tout le monde dans la maison semble lui demander de se reposer. Mais il n'en a pas le temps, car l'histoire s'éloigne toujours davantage de son déroulement prévu. Pire encore, plus les choses changent, moins il peut se fier aux événements censés se produire dans le livre original. Il élabore donc plans assez complexes. Survivre, empêcher cette fin horrible où il est attaché à une table et abusé, devenir plus fort, et surtout, cesser de faire confiance au livre. Il reste assis à y réfléchir, puis admet « Non, cela n'a pas vraiment de sens. Il doit être bien plus prudent. » En vérité, il ignore encore totalement l'identité de la personne apparue dans sa vision. Elle ne ressemblait pas à Ariel, et ce n'était pas Célia non plus. Alors qui diable était-ce? Il se laisse retomber sur le lit, comprenant qu'il ne sert à rien de trop réfléchir. Pour l'instant, sa priorité doit être de devenir plus fort. En tant que fils de duc, il dispose de nombreuses ressources pour développer sa puissance. Le seul problème, c'est qu'elles sont toutes beaucoup trop conventionnelles. Pour ne rien arranger, le propriétaire original de Score a passé une année entière dans une prestigieuse académie
et n'a appris qu'un sort de lumière minable. Pourtant, il est le fils d'un homme aussi puissant, alors il doit posséder au moins un certain talent, non? Impossible qu'il soit réellement aussi faible. Malgré tout, il sait qu'il n'atteindra jamais le niveau du groupe de l'héroïne. Dans ce monde, elle est considérée comme l'une des élus dieux, largement supérieure aux gens ordinaires. Pam en est le parfait exemple. Elle a reçu l'autorité divine d'une déesse du froid et n'a cessé de progresser depuis. Une telle puissance divine ne peut être vaincue par les seuls efforts. Il y a ensuite Ariel qui finira par recevoir les bénédictions de plus de 10 esprits élémentaires d'une beauté incroyable. Quelle vie misérable. Ce qui est vraiment misérable, toutefois, c'est sa propre situation. Peu importe l'intensité de son entraînement, il ne pourrait jamais surpasser quelqu'un comme elle. Mais cela ne signifie pas qu'il restera sans rien faire. Il lui faut au minimum assez de force pour se défendre, surtout si Ariel se décide un jour de s'en prendre à lui. Heureusement, il semble pouvoir débloquer de nouveaux talents. D'un claquement de doigts, le livre noir apparaît, uniquement pour le frapper directement à l'entrejambe. Il hurle à cette maudite chose d'arrêter de le frapper chaque fois qu'elle apparaît. Puis il entend un étrange sifflement, et le livre s'ouvre avant que ses pages commencent à se tourner. Il raconte désormais tout ce qui s'est produit au cours des derniers jours, et Moon s'agace de son niveau de détail absurde. La situation le fait passer pour un pervers louche qui voulait faire quelque chose d'atroce à cette pauvre fille. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. Un mot du texte, assassine, brille en rouge. Soudain, une énergie étrange l'enveloppe, et il crie au livre de le prévenir la prochaine fois. Il se retrouve maintenant dans une nouvelle pièce. Il regarde autour de lui et comprend rapidement qu'il ne s'agit pas du même donjon qu'auparavant. C'est peut-être un autre espace à l'intérieur du livre, mais avant qu'il puisse le comprendre, quelqu'un s'approche de lui par derrière. Il se retourne et c'est encore elle. La même fille qu'il a déjà frappée une fois au cou. Boum! Il n'a même pas le temps de réagir avant que tout devienne noir. Il se réveille de nouveau dans son lit. Le pauvre garçon n'a même pas eu une seconde pour comprendre ce qui se passait avant d'être abattu en un coup. Le livre s'agite de nouveau, et lorsqu'il le consulte, sa maîtrise du combat à la dague est à 1%, tandis que le pas de l'ombre est à 0,5%. Enfin! Il a découvert les véritables compétences de combat auxquelles il peut accéder dans ce monde détraqué, et il s'enthousiasme convaincu que ce pouvoir spécial sera véritablement surpuissant. Plus tard dans la nuit, il est allongé dans son lit, marmonnant qu'il a survécu de justesse. Apparemment, il n'a tenu que 3 secondes à l'intérieur. Il vérifie si son niveau de maîtrise a augmenté et, effectivement, il a gagné 1% dans les 2 compétences. Il comprend désormais que ses pouvoirs sont réellement abusés. Toute compétence, peut-être celle des ennemis qu'il batte, est enregistrée dans le livre afin qu'il puisse l'apprendre. Ou peut-être enregistre-t-il les compétences dont il est témoin? Il n'en est pas certain. S'il suffisait de les voir, il aurait déjà dû obtenir le pouvoir de glace de cette fille. Mais peut-être pas, puisque celui-ci provient d'une déesse. Ce qu'il sait, c'est qu'il pense à une compétence immense et incroyablement puissante. Il est ravi et marmonne que ce pouvoir, ainsi que ses techniques de dague, finiront forcément par lui appartenir. Il ne sait pas encore comment augmenter rapidement sa maîtrise, mais il va le découvrir. Le livre le frappe directement au visage, puis boum, il reçoit un coup de pied à la tête, se fait taillader la poitrine, et finit complètement mis en pièces. Pendant ce temps, devant sa chambre, Anne frappe à la porte et l'appelle. Lorsqu'elle entre, elle l'aperçoit sous les couvertures et semble légèrement perplexe. En voyant cela, elle rit doucement et dit que c'est amusant. Il dort toujours exactement comme lorsqu'il était enfant. Quel adorable petit garçon. Il utilise un sort de conservation de chaleur et elle décide de ne pas encore le réveiller. Pendant ce temps, j'attends le retournement où elle deviendra un véritable démon, car il est impossible que ce doux sourire soit sincère. Dès qu'elle referme la porte, il sort de sous la couverture, en maugréant que ce maudit livre l'a frappé en plein dans l'entrejambe. Ou peut-être se laisse-t-il simplement avoir par des ruses bon marché. Quoi qu'il en soit, il est déterminé à retourner dans ce rêve jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à la vaincre. Lorsque le soleil se lève, il a déjà essayé 185 fois. Quelle incroyable résistance mentale! Il meurt à chaque tentative, mais peut désormais survivre pendant 30 secondes. Une vague d'épuisement le frappe soudain,
et il heurte sa tasse de thé, la renversant, avant de s'effondrer au sol, totalement vidé. Mais il a enfin trouvé un moyen de devenir plus fort. Seul problème. Mourir dans l'illusion provoque une douleur terriblement réelle. Il pensait pouvoir exploiter le système en y retournant immédiatement après chaque mort et en ignorant sa peur. Mais non, cela s'est révélé impossible. Maintenant, après une nuit entière d'efforts, il est temps de voir le résultat de tout cet entraînement intensif. Sa technique de dague a atteint le niveau 2, tandis que le pas de l'ombre est à 11%. Bien sûr, c'est encore très loin du niveau d'une assassine, mais savoir qu'il peut progresser ainsi constitue déjà une découverte capitale. Il est impatient de l'essayer, alors il active le pas de l'ombre et traverse la pièce à toute vitesse. Le garçon laisse pratiquement des traînées de fumée derrière lui et déborde de joie, jusqu'à ce qu'il grimace soudain de douleur. Son pied a été brûlé. Il se demande comment l'assassine qui a attaqué Payman utilisait cette technique sans broncher, puis la réponse lui vient. Ces techniques sont beaucoup trop avancées pour quelqu'un comme lui, un simple combattant de rang 1. À l'académie, il a appris que leur utilisation exige de faire circuler le ki dans tout le corps afin de le renforcer et d'atténuer le contre-coup. Mais seuls les guerriers de niveau 2 peuvent le faire. Pour l'instant, il doit donc trouver un véritable professeur, de préférence séduisant. Il fantasme déjà sur Sainte Maria de l'Académie. Le seul problème, c'est que s'il connaît de nombreux mages puissants, il connaît très peu de guerriers redoutables. La magie est si absurdement puissante dans ce monde que presque personne ne s'intéresse aux arts martiaux. Pourquoi entraîner ses poings et ses pieds pour finir avec une boule de feu en pleine figure? Puis il comprend. Il existe une guerrière qui est probablement la plus puissante de toute l'histoire. En fait, pas probablement, certainement. Cette guerrière, c'est son père. Comment diable a-t-il pu oublier que le boss final vit sous le même toit? Aucun guerrier des 100 dernières années n'a davantage influencé le monde que son père. À 15 ans, il faisait déjà partie de la garde royale. À 20 ans, il écrasa une rébellion. À 27 ans, il était devenu maréchal de l'Empire. À 32 ans, il reçut le titre de roi cœur de lion. Il n'a jamais perdu une bataille. Cet homme est une véritable légende. Notre garçon pense désormais que Moon méritait la fin tragique qui lui était réservée. Il avait tout, notamment une vie parfaite, et un père capable de tout lui enseigner, mais il a tout gâché. Mais ce n'est pas grave, car désormais, il demandera à son père de l'entraîner personnellement. On pourrait s'attendre à ce que son père refuse, mais non. C'est en réalité Anne qui frappe de nouveau à la porte et annonce que le maître le cherche. Il part avec elle en disant que cela tombe parfaitement, puisqu'il allait justement lui demander la même chose. Mais dehors, il rencontre deux autres servantes. L'une porte des lunettes et pourrait sincèrement être la première fille mince de toute cette histoire. Moon remarque qu'elles appellent désormais Anne la gouvernante en chef et la félicite. On dirait qu'elle a été promue. Elle explique que l'ancienne gouvernante en chef a démissionné peu après son réveil et qu'Anne a donc obtenu le poste. Il soupçonne que l'ancienne servante a peut-être été renvoyée à cause de lui, ce qui lui paraît assez déroutant. Mais Anne lui dit de ne pas s'inquiéter. Bien que cette femme ne soit plus gouvernante en chef, elle fait toujours partie de la maisonnée. C'est alors que sa mère lui fait un câlin extrêmement particulier. Bon, illustrateur, faudrait peut-être se calmer un peu. Elle le serre contre elle et dit vouloir qu'il l'appelle maman 1 millier de fois. Puis elle plaque sa tête contre son ventre et lui dit d'écouter. Effectivement, elle est enceinte, ce qui signifie qu'il aura bientôt un petit frère ou une petite sœur. À cet instant, son père entre et lui demande de se calmer. Le garçon vient à peine de se rétablir et de quitter son lit, alors elle ne devrait pas s'exciter autant. Un peu plus tard, Moon apprend avec surprise que son père retourne au front. Et pouvons-nous parler de la servante debout près de son père? Elle est gigantesque. Le duc a manifestement engagé personnellement toutes ses femmes, et nous voyons déjà ses goûts. Raffinés, dirais-je. Il explique qu'il retournera au front cet après-midi et s'absentera pendant au moins 1 mois. Pendant ce temps, Moon devra rester dans la capitale. Il se tourne vers mademoiselle Fay et lui demande de prendre soin de tout le monde. Moon lui dit qu'il ne devrait pas partir. L'Empire dispose d'autres généraux et en plus il est duc. Mais son père explique qu'après presque une décennie de silence, la situation est soudain devenue urgente. Des signes de démons abyssaux ont été observés près des frontières. Mais Moon connaît la vérité.
Il s'agit d'une diversion destinée à disperser les forces de l'humanité. La véritable invasion ne commencera que dans 3 ans, lorsqu'Ariel s'élèvera enfin en sauveuse. Le problème, c'est que malgré ce mois annoncé par son père, il sera probablement absent pendant 3 ans, ruinant complètement le projet de Moon d'apprendre l'escrime auprès de lui. Un griffon et une calèche arrivent, et son père leur fait ses adieux, disant à sa femme de ne pas pleurer puisqu'il reviendra bientôt. Il appelle Moon et dit avoir été impressionné, lorsque Moon a risqué sa vie pour protéger la princesse. C'était le courage d'un véritable chevalier, cette bravoure qui coule dans le sang des Conscombe. Il rappelle à Moon les armoiries de leur famille. L'épée représente la force, car ils sont la lame de l'Empire. Le dragon symbolise l'ennemi qu'ils doivent vaincre. Autrement dit, ils sont l'arme de tout le royaume. Chaque homme de leur famille doit un jour fouler un champ de bataille. Il ignore si Moon suivra cette voie, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Moon soit devenu un véritable homme. Pour cette raison, son père promet d'investir toutes les ressources dont lui-même manquait dans sa jeunesse afin que Moon devienne encore plus fort. Moon reste silencieux un instant, puis son père annonce qu'il est temps de discuter d'un sujet sérieux. Il veut savoir ce que Moon pense réellement d'Anne. Pris au dépourvu, Moon répond qu'elle est gentille, mais demande pourquoi il parle soudainement d'elle. Son père explique qu'il a vu Anne grandir. Elle vient d'une famille respectable, elle est intelligente et, surtout, elle voit en Moon bien plus que son maître. Si Moon ne veut pas la perdre, il doit agir rapidement. Moon est complètement perplexe. De quoi son père parle-t-il au juste? Le duc décide de parler franchement. La famille a besoin de davantage d'héritiers. Sa femme attend seulement maintenant leur 2e enfant, et, puisqu'ils retournent au front, ils n'auront pas le temps d'en avoir d'autres. Moon fait nerveusement remarquer qu'il est techniquement fiancé à Paimon. Son père balaie cela comme un simple arrangement politique. Même s'ils finissent par se marier, Paimon pourra être l'épouse principale et Anne la seconde. Puis le visage de son père devient sérieux lorsqu'il rend son verdict final. À son retour dans 3 ans, Moon se ferait mieux d'avoir un enfant. Voilà tout son plan. Quel genre de père impitoyable lui jette Anne dans les bras de cette manière? Franchement, je ne voudrais pas me retrouver dans cette situation. Très peu pour moi. Dès que son père part, Anne entre dans la pièce et dit avoir entendu son nom. Elle lui demande s'il a besoin de quelque chose. Franchement, je m'attendais à ce que Moon élude la section. Mais non, il va droit au but et dit qu'ils doivent avoir un enfant. C'est l'ordre que son père vient de lui donner. Mais il suppose que ce n'était qu'une plaisanterie, alors elle ne doit pas le prendre au sérieux. Son rôle est de rester servante et, un jour, chacun suivra son propre chemin. Puis, sorti de nulle part, il se met à la couvrir d'éloges, disant qu'elle est la femme parfaite et qu'elle trouvera forcément un homme extraordinaire. Lorsqu'elle rencontrera quelqu'un, elle n'aura qu'à venir le lui dire personnellement et il lui donnera la permission de partir. Puis, avec une assurance absolue, il pose une main sur son épaule et lui dit d'être courageuse et de chercher son propre bonheur. Il s'éloigne, fier de lui et convaincu d'avoir parfaitement géré la situation. Mais est-il réellement attiré par elle? Cela en a tout l'air. Mais comme prévu, rien de tout cela ne lui a plu. Elle tremble de rage et murmure entre ses dents qu'il a réellement changé. Elle ne peut plus attendre. Cela doit se produire ce soir. Et la nuit est désormais tombée. Notre garçon reste allongé en pensant que rien ne s'est déroulé comme prévu. Il comptait sur l'aide de son père pour devenir plus fort, mais l'homme est maintenant parti, alors il devra se débrouiller seul. Pour l'instant, il évite l'académie, car la moitié des gens là-bas sont liés à l'héroïne toute-puissante, ce qui ne ferait qu'aggraver sa situation. Il doit d'abord maîtriser les bases, puis partir explorer le monde. Il referme un autre livre, prend le livre sombre, et lorsqu'il l'ouvre, il y découvre le contenu de tous les ouvrages qu'il vient de lire. En réalité, il lui suffit de voir la couverture d'un livre et d'en feuilleter quelques pages pour en apprendre tout le contenu. Ce petit livre est parfait pour progresser rapidement. Malheureusement, Anne entre exactement à cet instant, joue les innocentes et lui demande ce qu'il lit. Il élude sa question et lui demande si elle lui a apporté quelque chose à manger. Elle répond que oui. Il lui demande de ne pas trop en faire, mais elle affirme que cela fait simplement partie de ses devoirs. Elle a apporté un vin millésimé dont seulement 100 bouteilles sont produites chaque année, valant plus de 200 000 pièces. Mais il dit ne pas être intéressé. Il étudie encore et ne veut aucune distraction. La bouteille se fissure déjà,
sous la pression de sa main lorsqu'elle lui demande ce qu'il préférerait boire. Il demande du café pour rester éveillé et concentré, mais elle répond qu'ils n'ont que du vin ou du thé noir. Étrange, cela semble curieusement familier. Il marque une pause et pense « Attends, j'ai déjà vécu ça ». Elle lui tend une tasse et s'excuse, disant que des rats ont mangé les grains de café et qu'elle en rapportera de nouveaux demain. Mon Dieu, cet idiot n'inspecte même pas la tasse. Il boit, subit un choc soudain, laisse tomber la tasse au sol, et sa vision commence à se brouiller. En s'effondrant, il lui demande pourquoi elle l'a trahi. Mais elle le rattrape doucement et affirme qu'elle ne le trahirait jamais. Elle lui dit de dormir paisiblement. Elle dit avoir le cœur brisé parce qu'elle l'aime énormément. Comment a-t-il pu dire une chose pareille? Il a beaucoup trop changé, alors il doit maintenant être purifié par son amour. Il devrait l'accepter, car ils resteront ensemble pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Il ouvre les yeux et se demande où il se trouve. Vous le savez déjà. Ses mains et ses pieds sont attachés à une planche. La fille de la prophétie se tient juste devant lui. Cette maudite prophétie, je vous jure. Elle retire déjà son uniforme en disant que cette fichue vendeuse du marché noir ne déçoit jamais. Il tente de lui demander ce qu'elle fait, mais elle répond immédiatement sait parfaitement ce qu'elle est en train de faire. Puis elle explique qu'il y a 10 ans, lorsqu'il n'avait que 8 ans, elle a commencé à rester à ses côtés. Depuis ce jour, son existence entière lui est consacrée. En retour, son existence lui appartient désormais. Elle doit le réparer et le ramener sur le droit chemin. Moon dit ne rien comprendre à ce qu'elle raconte et la supplie de le libérer. Mais elle lui intime de cet air, disant qu'il ne doit pas parler puisqu'elle s'occupera de tout. Ce soir, de la tête aux pieds, à l'intérieur comme à l'extérieur, son corps, son âme et chacune de ses odeurs, chaque mèche de cheveux et chaque goutte de sang lui appartiendront entièrement. Au moins, il n'a plus besoin de s'inquiéter d'impressionner son père. Elle s'occupe clairement de ça. Franchement, je m'attendais à un retournement, comme quelqu'un faisant irruption pour interrompre la scène. Mais non, notre garçon se réveille le lendemain matin, les yeux épuisés et complètement vidés. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Il perdait connaissance, se réveillait en plein milieu, s'évanouissait de nouveau, puis reprenait encore conscience. Il n'arrive pas à y croire. La personne qui avait autrefois réduit Moon à l'état de déchet, et celle qui l'a enchaîné ainsi, était Anne. Il dit qu'elle l'a vaincu d'un seul coup et que, même s'il y était mentalement préparé, cela lui a tout de même fait terriblement mal. Il l'a supplié de mettre fin à cette folie, de retirer les entraves et de lui donner une chance de s'échapper. Mais elle a catégoriquement refusé. Comparé à toutes les années qu'elle avait passées à attendre, cette douleur n'était rien. Bon sang, auteur, fais attention, tu repousses vraiment les limites. Je ne sais même pas comment commenter une telle folie. Malgré tout, notre garçon fait semblant de souffrir, mais en vérité, il admet que la sensation était incroyable. Pourtant, il sait qu'elle le tuera si cela continue. Il doit s'échapper rapidement. Mais il est prisonnier de chaînes en acier directement boulonnées au mur. Et cette folle lui demande simplement ce qu'il croit faire. Il répond que ses poignets lui font mal et qu'il voulait seulement les étirer un peu. Elle dit qu'il est désormais trop tard et qu'elle ne peut rien y faire. Elle affirme qu'il lui manquera terriblement, mais qu'elle a malheureusement des tâches à accomplir dans le manoir. Sinon, les autres pourraient commencer à avoir des soupçons. De plus, elle se demande s'il ne vaudrait pas mieux tuer tous les habitants de la demeure, puisqu'il lui appartient désormais. Cela le ramène instantanément à la raison. Il panique et la supplie de ne rien faire de tel. Avant de finir de s'habiller, elle lui demande s'il existe ici une servante qui lui plaît, en espérant que ce ne soit pas Noël. Il lui dit qu'elle est folle et insiste sur le fait qu'il ne se passe rien avec qui que ce soit d'autre. Elle rit et lui dit de se détendre, car elle ne faisait que le taquiner. Tant qu'il se comporte bien, elle promet de ne blesser personne dans la maisonnée, sauf en cas d'absolue nécessité. Il la supplie de le libérer, disant qu'elle ne peut tout de même pas prévoir de l'emprisonner ici éternellement. Soudain, les menottes magiques s'ouvrent d'un claquement de doigts. Elle lui conseille simplement de ne rien faire de stupide. Le noyau de cette pièce est un espace scellé, renforcé avec l'acier d'une tour inconnue. Autrement dit, s'échapper est pratiquement impossible. Il demande si personne ne trouvera cela suspect, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle a annoncé à tout le monde qu'après avoir entendu le discours de son père sur la nécessité de devenir plus fort, Moon avait décidé de retourner à l'académie.
Personne ne remettra donc sa disparition en question pendant quelque temps. Elle l'assure qu'il n'a besoin de s'inquiéter de rien. Elle lui apportera 3 repas par jour, comme elle l'a toujours fait. Il devrait évidemment lui faire confiance. Elle fait cela depuis des années. Puis, bam, elle lui porte un coup parfaitement net. Le garçon se tord de douleur. Franchement, cela dépasse désormais largement les limites. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse accepter volontairement un tel degré de folie. Elle lui fait signe au revoir, tandis qu'il lui crie de revenir. Mais la porte claque. Il n'aurait jamais pu imaginer que, parmi toutes les personnes mentionnées dans la prophétie, ce serait fait ci, ce serait elle. Chaque fois qu'il se plaint de sa situation, il admet aussitôt à quel point c'était agréable. Il ne peut pas le nier. Le problème n'est pas, c'est qu'il sait qu'il ne survivra pas si cela continue. Malgré ce qu'elle a dit au sujet d'un saut magique, il décide de tester la porte. Il saisit la poignée et tire de toutes ses forces, mais s'effondre aussitôt de douleur. Toute la pièce est faite d'acier pur renforcé par magie. Il n'existe aucune sortie. Enfin, le livre apparaît, sans le frapper au visage cette fois. Moon lui dit franchement qu'il n'a aucune chance. Cette femme possède autant de puissance et de potentiel que Paimon elle-même. Même s'il commençait à s'entraîner maintenant, il ne pourrait jamais devenir assez fort avant qu'elle ne le tue. Mais le livre reste ouvert. Il décide qu'il n'a rien de mieux à faire, alors autant s'entraîner au lieu de se morfondre. Mais attendez un instant. En ouvrant le livre, il réalise qu'un ouvrage lu la nuit précédente contenait la solution exacte à cette situation. Dès le chapitre suivant, il a déjà effectué 190, 9 moins 200 pompes. Au moins, son corps fonctionne encore après cette nuit brutale. D'abord Paimon, et maintenant Anne. Qu'est-ce qui arrive à ce garçon ? Ce n'est pas la douleur qui le dérange. Ce qui le frustre réellement, c'est son impuissance. C'est toujours lui qui se fait dominer. Mais la prochaine fois, il jure que ce sera lui qui la vaincra. Il termine à peine cette pensée lorsque elle apparaît, souriante, et annonce que sa journée de travail est terminée. Alors, Moon, parler est facile. Voyons maintenant ce dont tu es capable. Et le croiriez-vous ? Elle dit déjà avoir l'impression d'être une épouse rentrant chez elle après une longue journée. Comme c'est mignon, dit-elle, comme si tout était parfaitement normal. Elle lui a apporté le dîner et a même préparé un bain à la température idéale. Bon sang ! Comment suis-je censé décrire ça ? Elle lui demande s'il souhaite manger, prendre un bain ou enfin, vous savez. Et ce petit menteur, après toutes ces fanfaronnades, se dirige directement vers le bain et s'y plonge comme s'il essayait de se détendre. Mais à en juger par son expression, se détendre est la dernière chose à laquelle il pense. Il marmonne qu'il n'est pas un enfant et n'a pas besoin d'aide pour ce genre de choses. Quelqu'un doit libérer ce pauvre garçon avant que je sois banni pour avoir lu ça. Elle répond que, puisque son corps lui appartient désormais, elle est responsable d'en prendre soin. Elle teste même son ouïe tandis qu'il hurle intérieurement qu'il ne doit absolument pas perdre face à cette yandère. Lorsque le dîner arrive, il la remercie, dit que la nourriture est délicieuse, prend l'assiette et pense à manger. Il demande de quelle viande il s'agit, et elle répond tranquillement qu'elle provient d'un rare taureau géant à 3 cornes. Elle l'a préparé spécialement pour lui, car elle est réputée pour accroître la force physique. Il lui demande de ne plus jamais en servir, mais elle sourit en coin et dit qu'il en a déjà mangé des dizaines de fois, puisqu'elle lui en donnait secrètement. Il se lève complètement excédé et dit qu'il en a assez. Il est emprisonné, privé de lumière naturelle, et maintenant forcé de manger toutes sortes de choses étranges. Si elle ne le libère pas immédiatement, le voilà de nouveau, inconscient sur le sol. Pauvre garçon, que pourrait-il bien faire ? Une fois encore, la nourriture était droguée. Elle lui murmure même d'en profiter, car la nuit sera longue. Lorsqu'il ouvre de nouveau les yeux, il est évident que le garçon a été complètement anéanti. Elle s'excuse pour la nuit précédente, disant qu'elle avait craint qu'il ne survive pas, alors elle y est allée plus doucement cette fois. Oui, même ce monstre d'homme n'avait aucune chance, il prétendait qu'il la dominerait, ou je ne sais quoi, mais elle l'a encore écrasé. Elle essaye de lui parler, mais il l'ignore totalement. Elle lui dit donc que puisqu'il s'est bien comporté pendant 2 jours consécutifs, elle lui accordera une requête. Il réclame immédiatement sa liberté, mais elle répond que c'est impossible. Il demande de nouveaux vêtements, et elle dit que c'est également impossible. Il la fixe comme pour demander quel genre de souhait elle lui accorde s'il ne peut rien réclamer.
Elle explique que le meilleur souhait qu'il puisse formuler actuellement serait de choisir l'heure du repas de demain. Écoutez, sur le site où je lis cette histoire, les commentaires disent que le héros souffre beaucoup trop et propose de prendre sa place pour alléger son fardeau. Il soupire donc et admet que choisir son repas vaut toujours mieux que rien. Il repense à cette période de l'année. Il appréciait autrefois un certain vin saisonnier, un poisson particulier. Elle dit que le poisson qu'il décrit provient du lointain lac Beauport. Il exagère en disant qu'il était autrefois un esprit libre. Maintenant, il ne peut même plus choisir ses repas puisqu'il est enfermé. S'il ne peut même pas manger un peu de poisson du lac Beauport, alors à quoi bon vivre? Elle prononce son nom, puis accepte finalement d'aller lui en chercher. Il saisit immédiatement son bras et la remercie avec une sincère gratitude. Et maintenant, ce garçon ajoute même des petits cœurs. Il prétend souffrir, mais est-ce vraiment le cas? Il lui souhaite une agréable journée de travail et dit qu'il l'attendra à la maison. Elle perd complètement ses moyens sur place, terriblement troublée, puis se précipite soudain vers lui et l'embrasse, le laissant figé de stupeur. À ce stade, je ne sais même plus s'il joue aux échecs en 4D pour manipuler la méchante. En partant, elle dit que le voyage jusqu'au lac Beauport durera jusqu'à demain après-midi, alors il devrait se reposer. Une fois dehors, elle se retient visiblement et marmonne qu'elle a failli perdre le contrôle. Le jeune maître est vraiment la personne la plus adorable au monde, et elle a hâte de lui rapporter ce poisson et de le choyer encore davantage. Alors qu'il pense pouvoir enfin profiter d'un moment de paix et d'une nuit complète de sommeil, il décide qu'il est temps de sortir son trésor préféré, le livre. Il doit encore s'entraîner un peu dans ces espaces de simulation. Il semble demander l'accès à une simulation appelée l'espace aux 1000 serrures, fondée sur l'un des livres qu'il a lus, afin d'améliorer sa capacité à briser les sceaux magiques. Pendant ce temps, sous la pluie et les nuages d'orage qui s'amoncellant, quelqu'un avertit une certaine fille que le lac Beauport est actuellement extrêmement dangereux et qu'elle devrait rebrousser chemin. Lorsque cette personne tente de lui saisir la main, elle active un pouvoir et lui transperce la main, disant que personne hormis le jeune maître n'a le droit de la toucher. S'il tente encore de l'arrêter, elle le donnera à manger au poisson. Le vieil homme grogne que si cette folle veut mourir, il ne l'en empêchera pas. Mais elle doit savoir que le maître du lac Beauport s'est réveillé. La guilde le surveille et a confirmé qu'il s'agit d'une créature de classe monarque. Anne lève les mains et dit que cela explique ce temps étrange. Le batelier marmonne qu'elle lui doit 300 pièces, puisqu'il doit maintenant soigner sa main blessée. Plus important encore, elle ne devrait pas provoquer la guilde des aventuriers, car celle-ci ne la laissera pas s'en sortir indemne. Elle a simplement un seau débordant de pièces posé sur la glace. Il lui demande encore si elle compte réellement y aller. Elle doit comprendre le danger et ce que signifie se faire un ennemi de la principale guilde des aventuriers. Mais elle répond catégoriquement qu'elle s'en moque. Il ne représente rien à ses yeux, car elle fait cela par amour. Nous passons ensuite à un groupe d'aventuriers rassemblés près du lac. Une fille armée d'un bâton dit qu'elle ne peut rien laisser arriver à Rod. Après cette mission, elle lui avouera enfin ses sentiments. Quelqu'un lui crie dessus, demandant à Erika de se concentrer et d'arrêter de rêvasser. C'est la soigneuse, et elle doit lancer son sort immédiatement, sinon ils ne tiendront plus très longtemps. Elle commence à canaliser sa magie, tandis qu'un autre aventurier crie que la créature approche. Après avoir subi autant d'attaques spéciales, elle va enfin se montrer. C'est alors qu'un requin gigantesque jaillit du lac. Évidemment, c'est le maître du lac. Il commence à charger une immense bombe d'eau. Quelqu'un hurle le nom de Rod, et celui-ci lance une bénédiction de la terre pour créer une barrière. Il crie à la mage de lancer son sort, et elle commence à le canaliser à travers son bâton. Apparemment, elle est à la fois soigneuse et mage. Voilà ce qui s'appelle être polyvalente. Mais juste avant que son sort ne touche sa cible, une autre explosion retentit. Elle dit à Rod de foncer. Il saisit cette occasion, charge la créature et lui assène directement un coup de lame à la tête. Tout le lac explose sous l'impact. Il est complètement épuisé, mais parvient tout de même à se retourner, lever le pouce et déclarer que c'est terminé. Waouh, ce garçon possède une mage surpuissante et une soigneuse attitrée. Voilà un groupe parfaitement équilibré. La mage reste debout en arrangeant ses cheveux, souriant avec reconnaissance,
tandis que la pauvre Erika, la soigneuse, reste assise à proximité avec l'impression de n'avoir servi à rien. Rod et l'autre fille, Tia, se félicitent mutuellement et disent combien il est merveilleux de partir à l'aventure côte à côte. Pendant ce temps, Erika bouillonne intérieurement. Rod et elle s'étaient promis durant leur enfance de toujours former un duo. Elle a travaillé dur pendant des années, mais elle a maintenant l'impression qu'il la remarque à peine. Elle a été la première à rester à ses côtés, mais elle n'est désormais qu'un soutien en arrière-plan, tandis qu'il tombe manifestement amoureux d'une autre. Tia est encore en train de le soigner lorsque Rod interpelle soudain Erika, lui demandant de se ressaisir et de les aider à dépecer le monstre du lac. Mais quelque chose semble alors anormal. Ils entendent un bruit étrange. La surface de l'eau redevient trouble, puis boum! Une colonne d'eau jaillit vers le ciel. Tout le monde se baisse immédiatement. Une autre bête lacustre est en train d'émerger. Celle-ci est différente. C'est elle, la véritable menace. Tia commence rapidement à lancer un immense sort de 3e rang, mais il reste sans effet. La magie frappe le cou de la créature et ne lui fait absolument rien. La bête riposte en déchaînant une attaque orageuse depuis sa corne. La foudre déchire le ciel. Erika attrape Rod et le tire sur le côté en lui criant de faire attention. Mais il lui demande de s'écarter, car ce monstre dépasse largement leur capacité. Elle lui demande ce qu'il compte faire, et il répond qu'il protégera Tia. C'est lui qui l'a fait entrer dans le groupe, elle est donc sous sa responsabilité. Même si cela signifiait mourir, il était prêt à mourir à ses côtés. Erika ne voulait clairement pas entendre cela. Rod fonce en avant tandis que quelqu'un observe silencieusement le chaos depuis le lointain. Évidemment, c'est Aan, curieuse d'observer de ses propres yeux la puissance d'une bête de classe monarque. Si les dragons possédaient une telle force, elle pensait pouvoir enfin obtenir cette partie particulière de leur corps pour nourrir le jeune maître. Mais pourquoi cherche-t-elle toujours à lui faire manger de la viande de monstre ? Une fois encore, le boss prépare une autre attaque foudroyante. Rod sait que ce sera leur fin. Mais à cet instant, Anne lance un sort d'entrave. Un éclair tombe du ciel et frappe la créature. Lorsque Rod regarde de nouveau, la bête s'effondre dans le lac. Même l'attaque qu'elle préparait a été entièrement annulée. Quelqu'un vient voir Erika et lui demande si elle va bien. C'est Anne. Elle dit à Erika de rester en arrière, car elle s'occupera elle-même du monstre. Sur ces mots, elle active une autre entrave. Et Erika comprend que cette femme peut manipuler le métal liquide. La créature commence à être transpercée de toutes parts. Anne reste parfaitement calme, forgeant une épée à partir de rien, tandis qu'elle flotte vers la bête, presque comme si elle marchait dans le ciel, et dit que le monstre paiera pour avoir effrayé les poissons qu'elle est venue de si loin attraper pour le jeune maître. La punition pour avoir contrecarré ses plans est la mort. D'un seul coup net, la créature est parfaitement tranchée en deux et sombre dans les profondeurs. Rod observe la scène sans voix. Il n'arrive pas à croire qu'une bête de classe monarque ait été vaincue aussi facilement. Oui, notre gentil héros a beaucoup de travail devant lui s'il espère un jour lui échapper. Erika se précipite vers Rod pour vérifier son état. Il dit qu'il va bien, mais Tia est gravement blessée. Il possède quelques potions de soins, mais elles ne suffiront pas. C'est alors qu'il demande à Erika d'aller parler à cette femme. Il veut qu'elle découvre si elle est aventurière et si elle accepterait de rejoindre leur groupe, car quelqu'un capable de tuer une bête de classe monarque serait une recrue extraordinaire. Anne est occupée au bord du lac à ramasser les poissons restants. Le seul problème, c'est qu'elle a oublié de demander quel poisson le jeune maître préférait réellement. Erika s'approche alors et lui dit que les 2 poissons qu'elle tient sont immangeables. L'un dégage une odeur infecte une fois cuit et l'autre est extrêmement venimeux. Elle devrait prendre les 2 situés devant les célèbres poissons comestibles du lac Béport. Curieuse, Anne lui demande comment elle le sait. Erika explique qu'elle habitait autrefois dans les environs. De nombreux nobles apprécient ces poissons, alors elle avait l'habitude de les pêcher et de les vendre. Après avoir regardé Anne les préparer pendant 15 minutes, Erika sait déjà qu'elle les cuisinera parfaitement. Erika demande alors si Anne a voyagé jusqu'ici pour obtenir du poisson pour une personne qu'elle aime. Anne répond calmement que oui. La personne qu'elle aime voulait du poisson, alors elle est venue. Erika dit que cette personne doit avoir une chance incroyable de recevoir un amour aussi profond. Anne s'arrête un instant pour réfléchir à la manière dont son amour est reçu.
ce qui implique actuellement un homme inconscient dans une pièce sombre, puis convient qu'il est très chanceux. Je suis certain qu'il comprend la profondeur de son amour. Elle se retourne pour partir, mais Erika l'interpelle et lui demande d'attendre. Elle dit avoir un problème amoureux et souhaite obtenir les conseils d'une femme mûre comme Anne. Anne pose les poissons et répond que l'amour est le genre de problème sans solution évidente. Mais puisque Erika l'a aidé à identifier les poissons, elle lui rendra l'appareil en lui donnant quelques conseils. Erika commence par le grand classique. Son amie aime quelqu'un depuis très longtemps. Mais elle ignore si cette personne partage ses sentiments. Son amie est timide et quelque peu naïve, et une autre femme est maintenant apparue. Depuis, il traite mieux la nouvelle venue, ce qui pousse son amie à vouloir abandonner. Anne écoute attentivement, puis demande à quel point cette amie aime cet homme. Erika insiste immédiatement sur le fait qu'il ne s'agit pas d'elle, mais de son ami. Anne lui dit d'arrêter de jouer la comédie et de parler honnêtement. Erika finit par reconnaître qu'il s'agit d'elle. Elle l'aime depuis l'enfance, depuis plus de 10 ans. Anne la regarde droit dans les yeux et lui demande si elle mourrait pour lui. Erika répond qu'elle donnerait bien plus que sa vie. Elle ferait n'importe quoi, même si le monde entier s'opposait à elle. Oh là là, c'est reparti. En voilà une autre qui a complètement perdu la tête. Anne se contente d'acquiescer et dit qu'Erika semble déjà connaître la réponse. Si son amour est vraiment aussi profond, elle n'a rien d'autre à demander. Elle devrait suivre la voie sincère de son cœur et tout consacrer à celui qu'elle aime. Plus important encore, elle doit bien réfléchir avant de prendre une décision qu'elle pourrait regretter par la suite. Tandis qu'Anne s'éloigne, Erika reste plongée dans ses pensées, repassant tout le discours sur le fait de suivre son cœur. Mais soudain, une étrange flamme s'allume, non pas autour d'elle, mais en elle. Une voix murmure et lui demande si elle compte réellement tout abandonner et capituler. Elle lui dit de rejeter la morale, les lois et même sa propre vie, de tout sacrifier pour lui et de ne jamais permettre à quiconque d'autre de le lui prendre. Bon sang, ce monde est une bombe à retardement. Je me souviens à quel point les filles étaient instables dans l'histoire de Zhang-Gao, mais ici la folie atteint un tout autre niveau. Elle tremble maintenant en marmonnant qu'elle perdra la raison si Rod finit avec une autre. La voix répond qu'elle comprend enfin. Elle doit embrasser ses désirs les plus profonds et le revendiquer. Mais il existe un problème. Rod est fort. Si elle veut garantir qu'il lui appartienne réellement, elle devra donc lui briser les bras, attacher un collier autour de son cou et le réduire à l'état de simple animal de compagnie. Oui, les démons de ce monde sont vraiment particuliers. Pendant ce temps, Rod est assis près de Tia et prie pratiquement pour elle. Il se tourne vers Erika, lui demande si elle va bien et ce qui s'est passé avec l'autre femme. Elle répond qu'elle va bien. La femme ne lui a rien fait. Cela a seulement pris du temps parce qu'Erika avait épuisé son mana. Le seul problème, c'est que cette femme sert une famille noble comme servante et ne peut donc pas rejoindre leur groupe. Rod dit que ce n'est pas grave, ils ne peuvent rien y faire. Il voulait simplement la remercier en personne. Tia acquiesce, affirmant qu'ils seraient tous morts sans cette femme. Mais Tia mentionne alors quelque chose d'étrange qu'elle a remarqué, une marque inhabituelle sur la poitrine d'Erika. Erika la couvre rapidement et dit que ce n'est rien, probablement une conséquence de l'impact précédent ou un contre-coup magique. Elle la fera examiner plus tard. Rod prend Tia dans ses bras et dit qu'elle a raison, ils doivent trouver un endroit où se reposer. Ils se montrent tous deux tendres et flirtent ensemble, tandis qu'Erika les observe à distance, les yeux assombris, manifestement transformés. Le lendemain matin, notre pauvre garçon se réveille complètement démoli, probablement après s'être entraîné toute la nuit. Et bien sûr, elle est déjà revenue, annonçant qu'elle est enfin de retour. J'en suis maintenant convaincu. Il utilise la stratégie classique des échecs en 3D. Il joue la comédie disant qu'elle lui a terriblement manqué et qu'il croyait mourir s'il ne la revoyait jamais. Elle lui caresse doucement le visage, affirmant qu'il semble enfin prêt à lui abandonner son corps et son âme. Elle s'excuse et explique que le lac Beuport était extrêmement éloigné, alors rapporter le poisson le plus frais possible a pris plus de temps que prévu. Mais le voici, exactement comme il l'avait demandé. Et wow, elle a tout donné, pratiquant 50 tailles nettes dans le poisson et ajoutant 3 herbes, avant de le mettre au four. La présentation est ridicule. Il est ravi, dit que l'odeur est incroyable, et tend immédiatement la main pour le goûter. Elle imite le bruit d'un avion, en lui donnant à manger, et il la remercie.
Il lui dit qu'elle devrait également le goûter. Mais elle secoue la tête et répond que ce ne sera pas pour cette fois. Elle a préparé celui-ci spécialement pour lui. Elle l'avertit toutefois de faire attention, car les poissons contiennent beaucoup d'arêtes. Il ricane et dit qu'il n'est pas un enfant. Mais dès qu'il prend une bouchée, quelque chose se coince dans sa gorge. Elle se penche immédiatement vers lui et dit qu'elle va s'en charger. Il panique et demande comment. D'un ton parfaitement impassible, elle dit qu'elle collera ses lèvres aux siennes, utilisera sa capacité pulmonaire pour l'aspirer et dégagera ses voies respiratoires. Il lui dit qu'elle est complètement folle. Cela n'a même aucun sens. Mais la vie est cruelle et notre garçon connaît un destin tragique. Chapitre suivant. Oui, nous passons directement au chaos. Elle annonce joyeusement que le problème est résolu. Elle a retiré l'arête. Il marmonne un remerciement épuisé, puis recommence à manger, ne serait-ce que pour la faire taire. Un peu plus tard, il termine son assiette et reconnaît que le poisson était vraiment excellent. Je vous donne 25 centimes si vous devinez ce qu'elle veut faire ensuite. Mais il la repousse en disant que ce n'est pas le moment. Il a besoin d'une pause. C'est alors qu'elle joue la carte psychologique et demande « Alors tu es déjà lassé de moi ?» Mais notre garçon est malin. Il dit que, d'après les experts, faire de l'exercice juste après avoir mangé n'est pas bon pour la santé. Cela pourrait nuire au corps et, si un enfant était conçu dans cet état, il pourrait ne pas naître en bonne santé, tandis que la grossesse risquerait de se compliquer. Anne prend évidemment cela comme la preuve qu'il se soucie profondément d'elle et devient émue. Elle dit « Très bien, tu marques un point. Je reviendrai ce soir afin que nous puissions reprendre notre petit travail. » Avant de partir, elle mentionne toutefois être passée par la célèbre ville de sa vie, connue pour ses tenues confectionnées sur mesure. Il demande quel rapport cela a avec quoi que ce soit. Elle dit avoir acheté une, tenue de combat. Quelque chose de féroce et couvert d'armure. Un seul regard sur son visage suffit pour comprendre exactement ce qu'il pense. Il dit immédiatement que ce genre de choses ne l'intéresse pas. C'est un homme intègre. Mais elle se contente de sourire et dit « Je suis là depuis longtemps. J'ai vu tous les magazines que tu possèdes. » Si elle porte toujours ses bas noirs, c'est à cause de lui. Le pauvre garçon est abasourdi. Il avait toujours supposé que ce n'était qu'un choix vestimentaire personnel. Mais il doit reconnaître qu'elle a vu juste. Il les aimait réellement. Elle rit et le traite de prévisible, puis lui fait signe au revoir et lui conseille de faire une sieste. Elle disparaît ainsi tandis qu'il reste prisonnier de la pièce. Bon sang, j'espère vraiment que notre héros s'échappera bientôt. Certes, la situation ne paraît peut-être pas si terrible vue de l'extérieur, mais quand même. Va-t-il réellement rester enfermé éternellement dans une seule pièce? Attendez, oubliez ça, j'ai parlé trop vite. Il est déjà debout, activant sa compétence et essayant de déverrouiller la porte. Et ce garçon est un génie. Il s'avère qu'il a demandé ce poisson précisément pour obtenir une arête. Il l'utilise comme crochet de fortune. Mais dès qu'il commence à travailler sur la serrure, il déclenche un piège. Le mécanisme provoque 12 entailles. Il recule immédiatement, jurant à voix basse et disant qu'elle doit plaisanter. Il est impossible d'ouvrir manuellement un dispositif aussi dément. D'après la théorie exposée dans l'un de ses livres, il doit soulever chaque goupille de la serrure à la hauteur exacte sans casser l'arête afin de déclencher l'ouverture. Le problème, c'est qu'il n'a réussi à lui cacher que 4 arêtes, alors que la serrure exige 12 tentatives parfaites. Cela va être infernal. Pire encore, si une arête se casse à l'intérieur et qu'elle en trouve un morceau, elle le saura immédiatement. Il essaie de nouveau et, comme prévu, craque. Ce n'est même pas la première qu'il casse. Il en a déjà utilisé 3. 1h30 s'était écoulée. Elle pourrait revenir avec son repas à tout moment. Il appelle le livre, tentant d'effectuer quelques dernières révisions. À ce stade, la serrure est trop complexe pour être forcée au hasard. Au moins, il a déterminé la hauteur exacte des 10 premières goupilles. Il ne reste que les 2 dernières. Il n'a plus rien à perdre. Tout se joue maintenant. Pendant ce temps, ils passent du temps ensemble dans la cuisine. Erika goûte un morceau du poisson préparé par Anne et reconnaît qu'il est vraiment délicieux. Les créatures du lac Beauport ne plaisantent pas. Anne la remercie pour son aide, disant qu'Erika lui a permis de terminer la cuisine 1 heure plus tôt que d'habitude. Erika se demande toutefois pourquoi elle apprend soudain de nouvelles recettes. Après tout, le jeune maître est parti pour l'académie et Madame, qui est enceinte,
séjourne dans un autre domaine afin de se consacrer à sa grossesse. Pourtant, Anne prépare encore une portion supplémentaire à chaque repas. C'est étrange. La main d'Anne se déplace discrètement vers son couteau, tandis que du mana commence à s'accumuler. Mais Erika lâche rapidement. « Oh, je comprends. Tu gardes secrètement un animal ici, n'est-ce pas? Probablement un adorable petit chat. » Elle explique que les anciens chefs de la maisonnée interdisaient les animaux à cause des poils et des saletés. Mais puisqu'ils sont absents, il est logique que Anne essaie d'en faire entrer un en cachette. Anne expire et répond « Tu m'as démasqué, garde cela secret, s'il te plaît. » Erika dit que cela ne pose aucun problème, mais elle aimerait vraiment rencontrer ce petit compagnon un jour. Anne sourit et dit que ce sera peut-être possible un jour, mais pas encore. Il est toujours extrêmement timide et facilement effrayé. En s'éloignant, Anne pense avec soulagement qu'elle n'a pas eu besoin d'employer la solution du pire scénario, à savoir tuer Erika et gérer les conséquences. Cependant, cette conversation lui fait comprendre autre chose. Garder le jeune maître prisonnier dans cette pièce pourrait finir par l'épuiser. Il risquerait de s'ennuyer ou, pire encore, d'en avoir complètement assez. De plus, elle ne sent toujours aucun mouvement dans son ventre, ce qui signifie que la grossesse n'a pas encore commencé. Il faudrait au minimum encore 10 mois avant que cela ne devienne pertinent. Elle devrait peut-être réellement prendre un animal pour aider le jeune maître à se détendre. Un chat ne serait pas un mauvais choix. Mieux encore, elle lui demandera simplement ce qu'il désire. Mais toute son expression change soudain. Le plateau lui échappe des mains et la nourriture s'écrase au sol. Lorsqu'elle atteint la pièce, la porte est grande ouverte. Notre garçon est dehors. Il s'est enfin échappé. C'est parti! Il se cache dans une aile délabrée du manoir, entouré de meubles brisés, d'obscurité et de poussière. Il trébuche, puis il tombe maladroitement et heurte violemment le sol. Tout est sale et l'éclairage est épouvantable, mais rien de cela n'a d'importance. Grâce au souvenir de ce corps, il sait exactement où il se trouve, et s'il existe un sort que cet incapable connaît, c'est cette petite sphère lumineuse. C'est sa chance. Il doit s'échapper avant qu'elle ne le retrouve. Au moment même où il pense cela, clang! Un couteau se plante dans le mur près de sa tête. Il halète et dit que c'est impossible. Il a beaucoup trop couru pour être déjà rattrapé. Mais il l'entend alors, cette voix. Depuis les ombres, calme et terrifiante, elle dit « J'ai enfin trouvé un pouce bleu sur cette vidéo.